Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 consacré aujourd'hui à la Grèce, à sa dette, à sa crise, à sa mise sous tutelle, à cette crise sans précédent ou finalement peut-être pas entièrement sans précédent. En effet, ces dernières semaines, c'est systématiquement vers la Grèce antique que sont tournés les éditorialistes pour essayer de comprendre ce qu'il se passait, alors que finalement c'est un regard sur l'histoire plus récente de la Grèce qui permet d'expliquer qu'il ne s'agit là finalement que d'une histoire qui se répète. Ça sera au cœur de notre entretien aujourd'hui avec l'historien grec Nicolas Bloudanis qui nous rejoint d'Athènes. Merci beaucoup, Monsieur Bloudanis, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame. Merci à vous. Merci de nous rejoindre. Alors, défaut de paiement, faillite, mise sous tutelle. Il faut comprendre l'histoire pour comprendre le présent. Ce n'est pas la première fois que la Grèce passe par là. Alors non, en effet, la Grèce a connu trois périodes de son histoire récente lors desquelles elle s'est trouvée en faillite. La première c'était en 1893. La seconde, c'était en 1932. Et la troisième, eh bien, c'est maintenant, malheureusement, dans le cadre de son appartenance à l'Union européenne et à la zone euro. Je pense qu'on peut... Oui. Vous venez de publier un livre, d'ailleurs, Faillite grecque, une fatalité historique. En fait, vu toute cette histoire, il ne pouvait pas en être autrement. Écoutez, si, il peut toujours en être autrement, si les dirigeants successifs de la Grèce ne confondaient pas systématiquement la notion d'emprunt et la notion de revenu. Pourquoi tant d'étonnement, vous pensez, de la part des partenaires européens, puisqu'il y a eu deux faillites déjà, deux mises sous tutelle? Pourquoi s'étonne-t-on tant autour de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui? Mais parce que justement, la Grèce, depuis une trentaine d'années maintenant, a bénéficié, si on veut, de ce qu'on peut appeler une voie royale pour son intégration politique, économique et sociale à l'Europe. Et dans le cadre de cette politique très ouverte dont elle a bénéficié depuis les années 70, c'est vrai que c'est étonnant que le pays se retrouve dans une situation économique pareille. Est-ce qu'il s'agissait de la part des partenaires européens qui ont balayé finalement d'un revers de main les critères économiques d'adhésion qu'il fallait en 1981 pour que la Grèce rejoigne la communauté européenne? Est-ce qu'il s'agissait finalement d'une espèce d'idée romanesque, romantique de ce qu'était la Grèce, sans prendre en compte finalement la réalité grecque, finalement une Grèce, le berceau de la démocratie, mais qui était très très loin d'avoir connu ces 100 dernières années la véritable démocratie? Alors je pense qu'ils ont pris en compte certains aspects de la réalité grecque, dans le sens où la Grèce a été avant tout intégrée à l'Union européenne, enfin à ce qui était à l'époque la communauté européenne et qui est devenue l'Union européenne vers le milieu, fin des années 80. La Grèce a été intégrée à cet ensemble avant tout pour la stabiliser, pour qu'elle soit stabilisée politiquement. Je pense que l'admission de la Grèce au sein de l'Union européenne était avant tout politique et non économique. S'agissait-il d'une erreur? Je ne pense pas que c'était une erreur. Simplement, il y aurait dû certainement y avoir davantage de surveillance dans l'intégration économique qu'on lui a offert par la suite. Un manque de compréhension donc au moment de l'adhésion par rapport à ce qui se passait en Grèce, son histoire récente, sa politique, son économie surtout. Est-ce que cette incompréhension perdure? Est-ce que les mesures qu'on cherche à lui faire prendre depuis 2 ans sont vraiment adaptées à la Grèce, à son économie, à sa politique? Alors, ce qui est adapté à l'économie et à la politique de la Grèce maintenant, pour la remettre, disons, sur des rails acceptables, c'est avant tout, il s'agit de faire des économies. Il s'agit de réduire un secteur public qui est pléthorique et énorme par rapport à ce qui se passe dans les pays, par rapport aux standards, disons, de l'Union européenne. Et il s'agit, si possible, de ne pas trop augmenter le montant de la dette extérieure de la Grèce.
le chemin qui est pris, prévoit effectivement des économies, pas suffisamment à mon sens. Par contre, il prévoit aussi une augmentation de la dette publique de la Grèce, même si la dette a été réduite par les dernières mesures proposées de moitié, elle sera de nouveau équivalente à ce qu'elle est aujourd'hui dans quelques années, vu que la Grèce va recevoir de nouveaux crédits. Donc ce qu'il importe avant tout, c'est de faire des économies et de privatiser une partie de l'économie grecque. Ce qui est remarquable quand on regarde à travers vos écrits ces crises précédentes, c'est à quel point finalement l'histoire s'est véritablement répétée. Alors on peut dire que l'histoire s'est quelque peu répétée. On peut dire que l'histoire s'est quelque peu répétée entre 1893 et 2009. C'est vrai que là, des dépenses inconsidérées ont été faites pour alimenter un système politique qui est avant tout clientéliste, c'est-à-dire où entre le monde politique, la classe politique et les électeurs, il existe avant tout une relation d'intérêt au sens étroit du terme. Par contre, dans le cadre de la faillite de 1932, je rappelle qu'à l'époque, années 20, années 30, d'autres pays ont fait faillite, notamment l'Allemagne, qui est aujourd'hui un des principaux pays de l'Union européenne. La faillite de la Grèce de 1932, elle est due à d'autres raisons, à des raisons tout à fait différentes de celles de 1893 et 2009. Si on considère que la Grèce est un ménage ou une famille, par exemple, on pourrait dire que la faillite de 1893 est une faillite qui est due à l'immaturité d'un jeune pays qui est dépensier. La faillite de 1932 est due à des circonstances tragiques qui échappaient totalement à la volonté de ce pays. Et par contre, la faillite de 2009-2010, elle sent fortement la faillite frauduleuse, où, disons, des gestionnaires indélicats sont partis avec la caisse, en distribuant une partie pour éviter d'avoir des témoins, et où le pays maintenant se retrouve ruiné. Ça, c'est, disons, la comparaison un peu simpliste qu'on peut faire des trois crises grecques. Vous expliquez bien dans vos écrits à quel point là, c'est une situation déjà compliquée avec une expérience de la démocratie réelle et de l'économie de marché vraiment pas au niveau où elle aurait dû être pour entrer dans la communauté européenne en 1981. Et bien sûr, avec les gouvernements d'Andreas Papandreou, donc le père de Georges Papandreou dont on vient de voir la démission, qui a finalement aggravé une situation déjà problématique, une crise de la dette finalement qui existait bien avant 2009. Ça a été le résultat de tout ça. Pourquoi est-ce que le reste de l'Europe a mis si longtemps à se rendre compte de ce qui se passait, au danger que représentait la Grèce pour l'euro? Alors, effectivement, Andreas Papandreou a construit ce qu'on peut appeler en Grèce une sorte de socialisme à crédit. C'est-à-dire, il a énormément augmenté le secteur d'État de l'économie, alors qu'à la même époque, durant les années 80, les États européens occidentaux privatisaient. Donc la tendance était plutôt à la privatisation, à la rationalisation de l'économie. En Grèce, on a continué d'étatiser et on a même augmenté la part de l'État dans l'économie nationale. La Grèce s'est trouvée au bord de la ruine. La Grèce s'est trouvée au bord de la ruine à la fin des années 80, en 1989, où on a de nouveau eu un gouvernement d'union nationale avec un banquier à sa tête pendant une année. Mais à l'époque, c'est vrai que ce fait est passé presque inaperçu parce que les économies des États occidentaux allaient plutôt bien, parce que les dirigeants de l'Europe pensaient avant tout à l'Europe, aux aspects politiques de l'Union européenne et moins aux aspects économiques. Donc la quasi-faillite de la Grèce à la fin des années 80, qui était due à la politique catastrophique du PASOK dans ces 10 années, est passée presque inaperçue à ce moment-là.
Ceci dit, le PASOK n'est pas le seul responsable. Le PASOK n'est pas le seul responsable de cette situation. La droite en Grèce est tout aussi étatiste que le PASOK. Simplement, il y a une raison à cela, c'est que le système politique grec est ce qu'on appelle un système clientéliste, c'est-à-dire qu'il distribue de l'argent en fait aux électeurs d'une manière ou d'une autre en fournissant par exemple des emplois. Contre cet argent, les électeurs votent pour le parti qui les soutient le mieux. Vu tout ça, vu cette culture politique, vu la situation économique, vu l'histoire récente de la Grèce, assez rapidement, parce que nous allons manquer malheureusement de temps, est-ce que vous êtes confiant que la Grèce peut sortir de la crise actuelle ? Écoutez, je pense on peut donner un crédit, disons, à l'actuel gouvernement, bien que un gouvernement de 48 ministres, même composé de tous les partis, si on compare à l'Italie, par exemple, qui a aussi créé un gouvernement de combat, un gouvernement d'union nationale, c'est 16 ministres, 16 technocrates. Ici, on a 48 ministres politiques et un Premier ministre technocrate. Ceci dit, on peut espérer que, vu sa petite taille, l'économie grecque pourrait avoir la capacité de s'en tirer dans le cadre de l'Union européenne. Oui. Nicolas Bloudanis, j'espère que vous nous rejoindrez dans les semaines à venir pour en reparler, pour nous apporter vos constatations par rapport au progrès qui a été fait. Nicolas Bloudanis, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve très prochainement pour un autre entretien sur France 24.